m'excuse de ne pas parler flamand, mais ça serait un peu difficile. Alors je vais parler français parce qu'apparemment parmi les langues que je parle, c'est celle que vous pouvez comprendre le mieux. On m'a demandé de parler de terre Saposition, à partir de Terre Saposition et jusqu'à maintenant. Donc ce serait tellement long que je vais faire des flèches, sinon tout le monde va se tuer. Alors déjà, Terre Saposition, on parle d'une époque à laquelle vos parents avaient votre âge ou peut-être même moins. Donc je ne serai pas trop long là-dessus, parce que c'est une histoire d'une époque qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui, parce que tout a changé dans le monde, et à niveau international et à niveau social. Et malgré tout, à l'époque, on subissait beaucoup plus des violences physiques et légales, mais aujourd'hui, on vit dans un totalitarisme beaucoup plus fort qu'à l'époque. Et donc, pour être des hommes libres, il faut avoir beaucoup de courage, mais beaucoup aussi d'inventive. Parce qu'il y a beaucoup moins de liberté aujourd'hui dans toute la planète de ce qu'il y en avait il y a 30 ans, même dans les pays soviétiques, ce qui n'était pas une grande chose. Alors, on est arrivé à ceci. Terre Saposition, qu'est-ce que c'était? Bon, Terre Saposition, c'était un groupe de très jeunes qui est né il y a à peu près 25 ans en Italie. L'Italie, bon, c'est un pays qui n'est pas, enfin, pas tout le monde connaît, surtout d'un point de vue politique. L'Italie, c'est un pays que, dans la Deuxième Guerre mondiale, s'est quand même battu contre le pouvoir du capitalisme et des multinationales. C'est un pays qui a vécu 2 ans de résistance faite par une république sociale italienne, qui a eu, après, un parti né de la République sociale italienne, qui était le principal parti nationaliste de tout l'Occident, au moins à niveau de voix, qui a duré très très longtemps. C'était aussi un pays où le Parti communiste d'Occident, il y avait le Parti communiste d'Occident le plus fort, et c'était un pays où il y avait beaucoup de passion, et il y a eu une guerre civile qui n'a jamais terminé, parce qu'en fait, entre 1943 et 1945, il y a eu une très forte guerre civile en Italie, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, et qui n'a jamais vraiment terminé. Alors, l'Italie, à la fin des années 60, se trouve dans les rêves, dans les soi-disant rêves générationnels de 68, qui a été dans toute la planète, chez tous les étudiants universitaires de la planète, se trouve avec une très forte composante nationaliste, qui prennent très souvent la tête dans plusieurs universités, dans plusieurs villes, et qui tiennent la route au même titre que les communistes ou les gauchistes. Ça c'est important parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits, surtout en Europe, où la situation était celle-là. Après, il y a un moment où des accords internationaux donne au Parti communiste en Italie le pouvoir de tout faire à niveau intérieur. Et ça commence une véritable chasse aux sorcières où il y a eu des dizaines de gens assassinés, où il y avait un slogan qui était connu et répercuté par la presse: tuer un fasciste n'est pas un délit. Ce qui était réellement le cas, parce que même quand on a trouvé les coupables, même quand on a les preuves des coupables, même de lynchage et même de cas, par exemple, même d'enfants brûlés vifs, les gens n'ont jamais payé, parce qu'en fait, à cette époque-là, tuer un fasciste n'était pas un délit. Bon, à cette époque-là, en Italie, on cherchait d'avoir des espaces de liberté. Donc, en cherchant d'avoir des espaces de liberté, les nationalistes ont essayé, d'un côté, de tenir la garde pour ne pas se faire écraser, et de l'autre côté, de donner des voies de sortie
une situation qui n'était pas la meilleure. Et dans ce cadre est né Terza Posizione, qui est un groupe formé par des jeunes qui avaient normalement entre 16 et 22 ans. Mais il y avait beaucoup plus souvent 16 ans que 22 ans. Je vous répète, on parle d'une autre époque. Ce n'est pas comparable aujourd'hui, on ne peut pas l'imaginer. Et ces groupes, je vais être très bref parce que ce n'est pas la peine de faire tout le discours, ce groupe a été persécuté. Il y a eu beaucoup de gens qui ont passé 4-5 ans en prison avant d'être acquittés, qui ont été persécutés exclusivement pour ces idées et pas pour d'autres choses. Il y a eu quelques morts. Il y a eu beaucoup de vies qui ont changé, de gens à l'exil, etc. Entre-temps, ils ont, Terza Posizione a lancé des idées. Enfin, c'était pas des idées tout à fait nouvelles, parce que elles venaient d'un souche, d'un socle, de quelque chose qui précédait, si l'on veut, Terza Posizione, mais on a lancé une idée qui a été reprise plus tard de manière différente même, mais cette idée était la suivante. D'abord, ne pas accepter de se faire manipuler dans une logique d'antithèse de bloc, c'est-à-dire ne pas croire que les Américains étaient contre les Russes. On disait les Américains sont avec les Russes et sont même le maître des Russes. Tout le monde est d'accord. Il ne faut pas se faire manipuler les uns contre les autres par des idées absolument idiotes. Croire à l'époque dans la libération de plusieurs pays et de plusieurs peuples, ce qui est rentré aussi dans une logique anticoloniale qui n'était pas celle des multinationales qui sont colonisantes, mais qui était celle de certains personnages, certains hommes d'État, chefs d'État, tels que le général Perón en Argentine, tels que Nasser en Égypte, de gens qui avaient collaboré de façon directe et continuelle avec le perdant de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait même créé l'air créneau là-dedans, et qui faisait des luttes de libération réelle, qui est libération nationale, qui essayait de repousser le pouvoir des multinationales, le pouvoir des banques et le pouvoir des criminels. Parce qu'en fait, très souvent, c'est la mafia qui gère la planète. Bon, ça c'était le premier élément qui a caractérisé Terza Posizione. Le deuxième élément important, c'est que, de toute façon, c'était une organisation qui était d'ancienne époque, donc qui avait pris un langage qui était le langage de tout le monde, si l'on veut, qui a essayé qui a réussi même à trouver des formules qui étaient tout à fait compréhensibles, mais aussi, ce qui est très important, Terza Posizione avait avancé l'idée que ce n'était plus le cas d'essayer de faire la conquête de l'État, parce que l'État n'existait déjà plus, mais c'était l'idée de créer, à l'époque on parlait de contre-pouvoir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire créer un pouvoir réel, créer un pouvoir, pas conquérir un pouvoir réel qui permet aux gens libres de s'exprimer et de ne pas être écrasés. Bon, je ne vais pas trop avant parce que ça serait là-dessus, parce que sinon on se perdrait. Je vais dire aussi qu'à la même époque, il y avait toute une période qui s'appelle terrorisme. Cette période, dans cette période, il y avait des guerres déclenchées parmi les puissances. Des guerres pour la conquête de la Méditerranée. Des guerres qui continuent aujourd'hui. Parce que ce qui arrive en Libye, ce qui arrive en Égypte, ce qui arrive en Syrie n'est pas tellement différent. Des guerres qui étaient menées surtout par des puissances comme l'Angleterre, la France et Israël, et qui étaient des guerres sales qui s'est manifestées par des massacres, s'est manifestées aussi par la création ou la manipulation de groupes terroristes. Je fais un exemple rapide, vite, et puis je passe à autre chose. Il y avait une école de langue à Paris, soi-disant école de langue à Paris, où tous les groupes terroristes de gauche d'Occident se rencontraient régulièrement. Ils étaient
protégée par plusieurs services secrets occidentaux et orientaux. Et ça, cette école s'appelait Hyperion, et c'était l'état-major du terrorisme de l'époque, qui était utilisé par manipulation pour permettre aux principaux maîtres de faire tout ce qu'ils voulaient en utilisant les gens et en faisant la guerre au peuple comme ils ont toujours fait. De là, je disais, beaucoup de choses ont changé. Pas les choses négatives, les choses positives ont changé. Le reste est resté tel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur de Berlin a tombé, le communisme, enfin, pas le communisme européen a fait faillite. Il a fait faillite surtout parce que les banques américaines qui l'ont toujours tenu en vie ont arrêté de le payer pour des raisons beaucoup trop compliquées là pour aller les expliquer aujourd'hui. Et à niveau international, la situation s'est enlisée. Pourquoi s'est enlisée? D'abord parce que tous les mouvements qui luttaient ou qui luttent aujourd'hui, qui cherchent de lutter aujourd'hui pour des causes d'indépendance ou pour des causes nationales, se sont impliqués dans une logique très compliquée dans laquelle ils sont tous être pratiquement des trafiquants de drogue. La décolonisation a eu lieu, mais pas dans le sens de la libération du peuple, elle a eu lieu dans le sens de la soumission du peuple par les multinationales et par la logique d'exploitation des multinationales qui est assez particulière. Je vais vous lire ce qu'il disait pour expliquer quelle est la logique des multinationales, ce qu'il écrivait en 1960, donc on parle d'il y a très très longtemps, un journal économique, l'Economic Journal aux États-Unis, qui était un journal qui protégeait, qui soutenait la décolonisation des multinationales. Il disait: le développement économique d'un peuple n'est pas compatible avec la conservation de ses usages et de ses coutumes. La rupture avec ceci, c'est une condition préliminaire au progrès économique. Ce qu'il nous faut, c'est une révolution de la totalité des institutions et des comportements sociaux, culturels et religieux, et par conséquent de l'attitude psychologique, de la philosophie et du style de vie. Ce qu'on demande se rapproche à une désorganisation sociale. Il faut provoquer le malheur et le mécontentement, dans le sens qu'il faut développer le désir au-delà de ce qui est disponible en chaque moment. On peut répliquer que la souffrance, qui viendra de ce processus, bien, c'est le prix à payer pour le développement économique. Ça, c'est que les multinationales, c'est la logique des multinationales il y a 50 ans. Et ça, ce qui est arrivé entre-temps. Entre-temps, donc, je disais, tout a changé. Tout a changé d'un point de vue étranger, de la politique mondiale, parce que maintenant, nous avons une politique mondiale où plusieurs puissances liées entre elles, par beaucoup d'intérêts, sont en train de se faire des petites guerres locales pour conquérir des postes importants sur le trafic de drogue et sur le trafic de pétrole ou sur le prix du pétrole. Parce qu'on n'a pas encore décidé quel sera l'avenir de la Chine, c'est-à-dire si on peut arriver, chose que les Américains rêvent, à une alliance continuelle et définitive entre les États-Unis et la Chine, ou si plutôt il faut arriver à l'égalité. Mais à part cela, tout a changé dans le système social. Parce que nous avons un système très particulier. Les États